Ta place est ici, avec les enfants. Ne te fais pas remarquer, m'a dit mon mari en désignant la table dans le coin. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je me suis retourné en silence et j'ai marché vers la sortie sous les rires des invités. 1 heure plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le marié devenait blême et le père de la mariée était prêt à ramper à mes genoux pour que je revienne. Si cette histoire vous parle, soutenez-la avec un j'aime et n'hésitez pas à écrire en commentaire comment vous auriez agi à ma place. Bonne écoute. Je m'appelle Chloé et jusqu'à récemment, je me considérais comme une femme presque heureuse. À 38 ans, j'avais un travail que j'aimais, un appartement douillet et un homme que je pensais aimer. Léon est entré dans ma vie il y a 3 ans, un veuf solide de 45 ans, aux yeux tristes et père d'une fille étudiante. Je travaillais comme responsable événementiel, organisant de grands événements, et il était l'un de mes clients. Notre romance n'a pas été orageuse, mais plutôt calme et stable. Il me faisait une cour magnifique, m'offrait des fleurs, parlait de famille et de sa lassitude de la solitude après le décès de sa première femme. Moi, divorcé et sans enfant, j'ai fondu. Je désirais tant un simple bonheur féminin, un foyer chaleureux où l'on vous attend. Nous avons emménagé ensemble après 6 mois, et je me suis jeté à corps perdu dans la création d'un confort familial. Le plus difficile a été d'établir le contact avec sa fille, Rachel, 21 ans. Une blonde éclatante au visage de poupée et au tempérament d'enfant gâté. Elle ne me voyait pas comme une amie, mais comme une rivale pour l'attention et le portefeuille de son père. Toute tentative de ma part de lier amitié était accueillie par une politesse glaciale derrière laquelle se cachait un mépris évident. Quand Rachel a annoncé son mariage, j'y ai vu une opportunité, une chance de prouver que je n'étais pas une étrangère, que je faisais partie de la famille. Nous devons lui organiser le mariage de ses rêves, ai-je dit avec enthousiasme à Léon. Il m'a regardé avec gratitude. Chloé, tu es en or. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. Et je l'ai cru. J'ai pris en charge toute l'organisation. Après tout, c'était mon métier. Négocier avec le meilleur country club, choisir le menu, approuver le décor, trouver un photographe et un animateur. Je me suis immergé complètement, voulant que tout soit du plus haut niveau. Léon a tout de suite précisé que leur budget était limité. La crise, tu sais, on fait ce qu'on peut, mais pas d'extravagance. Je comprenais. Et pour que le mariage de rêve ait lieu, j'ai pris la décision fatidique d'y investir mes économies personnelles. Celles-là même que j'économisais depuis plusieurs années pour une nouvelle voiture. Près de 50 000 $. C'est mon cadeau pour Rachel, ai-je dit à Léon. Il a eu les larmes aux yeux, m'a serré dans ses bras et m'a qualifié de sainte. Les premiers signes avant-coureurs sont apparus presque immédiatement, mais je les ai obstinément ignorés. Quand j'ai montré à Rachel des diapositives avec des options de décoration au ton pastel doux, elle a retroussé le nez avec dédain. Ça a l'air un peu bas de gamme. J'ai vu des blogueuses sur Instagram se marier dans un style chic de Versailles. C'est ça, le niveau. Le chic de Versailles coûtait 3 fois plus cher. J'ai essayé de l'expliquer gentiment, mais Léon a interrompu la conversation. Chloé, c'est son jour à elle et il n'y en aura qu'un. Essayons de trouver un moyen. Le moyen a été trouvé dans mon portefeuille. J'ai renoncé au service de fleuriste coûteux et j'ai passé des nuits avec mon amie Molly à confectionner des arrangements floraux pour rester dans le budget. Puis est venue la robe. Rachel a choisi un modèle d'un créateur célèbre à un prix exorbitant. J'ai trouvé une copie presque identique dans un salon de mariage pour 3 fois moins cher. Tu veux que je me marie dans une contrefaçon, a fait l'amour Rachel, et Léon est de nouveau intervenu. Chérie, on trouvera bien une solution. J'ai ajouté 10 000 $ de ma poche, me convainquant que les yeux heureux de ma belle-fille en valaient la peine. J'étais l'organisatrice principale, la sponsor et la psychologue, tout en un. Tous les contrats avec les prestataires étaient à mon nom. C'était plus simple et plus fiable. Je connaissais tous les pièges. J'ai effectué tous les acomptes avec ma carte. Les paiements finaux devaient être faits le jour de l'événement. J'ai donc programmé des virements automatiques pour le soir même afin de n'avoir à m'inquiéter de rien. Je voulais que tout soit parfait, pour que Rachel et Léon me voient enfin comme un membre de la famille. Une semaine avant le mariage, alors que nous étions assis dans un restaurant à discuter des derniers détails, j'ai senti un léger frisson. Rachel et Léon ont échangé des regards rapides que seuls eux comprenaient. Puis Rachel, me regardant d'une voix mielleuse, a dit « Chloé, tu fais tellement pour nous. Papa et moi t'avons préparé une petite surprise pour le mariage. En signe de gratitude. » J'étais touché, pensant que la glace était enfin brisée.
Je n'aurais jamais pu imaginer que cette surprise deviendrait l'humiliation la plus sophistiquée de ma vie et que la gratitude qu'il me préparait ressemblerait à une gifle en plein visage. La tension montait de jour en jour, comme l'électricité statique avant un orage. En surface, tout semblait normal, l'effervescence des préparatifs, les essayages de robes, les dégustations de gâteaux. Mais sous ce vernis brillant, je sentais de plus en plus un courant froid. Mon amie Molly, une femme directe et tranchante comme un scalpel, a tenté de m'ouvrir les yeux. « Chloé, tu ne vois donc pas ? Ils ne font que t'utiliser », m'a-t-elle dit alors que nous étions une fois de plus dans ma cuisine devant une tasse de thé. « Ton argent, ton temps, tes nerfs. Et qu'obtiens-tu en retour ? » Un petit sourire condescendant. J'ai balayé ses propos d'un revers de la main, la convainquant, et moi-même par la même occasion, que c'était juste le stress, que tout s'arrangerait après le mariage. Ils ne sont juste pas habitués, Molly. Je suis encore une étrangère pour eux. Une fois le mariage passé, ils verront tous les efforts que j'ai faits et l'apprécieront. Molly a soupiré lourdement. Fais juste attention à ce que ton rôle de bonne fée ne se transforme pas en celui de la domestique. Ces mots m'ont piqué au vif parce qu'ils visaient juste. Je surprenais de plus en plus les regards jugeurs de Rachel. Elle me regardait non pas comme une future belle-mère, mais comme une employée engagée qui, pour l'instant, faisait l'affaire, mais qui ne devait pas prendre ses aises. Quelques jours avant l'événement, Gwen, la première femme de Léon et la mère de Rachel, est apparue en ville. Une femme éclatante et soignée qui avait gardé l'habitude de regarder le monde de haut. Elle logeait dans un hôtel de luxe et était invitée au mariage en tant qu'invitée d'honneur. Notre rencontre a eu lieu au restaurant où nous discutions du menu final. Gwen est arrivée en retard, m'a jeté un regard glacial, sans me saluer, s'est tournée vers sa fille. « Rachel, ma chérie, es-tu sûre pour cette salade ? N'est-ce pas un peu trop simple pour notre standing ?» Puis elle s'est tournée vers moi et un sourire narquois a dansé dans ses yeux. « Et vous, excusez-moi, Chloé, j'ai entendu parler de vous. On dit que vous êtes une experte en organisation de petites fêtes. » Elle a prononcé le dernier mot comme si elle parlait de goûter d'anniversaire pour enfants. J'ai senti mes joues s'empourprer. Léon, assis à côté de moi, a tout sauté, mal à l'aise, mais n'a rien dit. Il perdait toujours ses moyens devant son ex-femme. Toute la soirée, Gwen et Rachel ont bavardé, discutant des invités, des tenues et des plans pour la lune de miel, ignorant complètement ma présence. J'étais assise là comme un fantôme, répondant seulement occasionnellement aux questions directes de Léon sur le coup de tel ou tel plat. Le comble fut la conversation sur le plan de table. J'avais préparé un magnifique plan avec la table d'honneur réservée aux jeunes mariés, à leurs parents, ainsi qu'à Léon et moi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a traîné Gwen paresseusement en regardant le schéma. « Pourquoi devrais-je m'asseoir à côté d'elle ?» a-t-elle ajouté en me désignant d'un signe de tête. « Maman, arrête. Qu'est-ce que tu commences ?» a interrompu Rachel, mais il n'y avait aucune trace de reproche dans sa voix. « C'est une question de formalité, Rachel. Je suis la mère de la mariée. Ma place est à côté de ma fille. Et ça, elle m'a jeté un autre regard méprisant, c'est la nouvelle femme de ton père. Sa place est quelque part parmi les autres invités. » J'avais le souffle coupé. J'ai regardé Léon, attendant sa protection, mais il a juste détourné le regard et a marmonné. « Gwen, ne faisons pas ça maintenant. Chloé fait tellement d'efforts. » Exactement. Des efforts, a renchéri Gwen. C'est son travail. C'est l'organisatrice. Les organisateurs ne s'assoient pas à la table familiale. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'avais mis mon cœur et $50 000 dans ce mariage, et on venait de me traiter de servante en face. Je me suis levé pour partir, mais Léon m'a attrapé la main. « Chloé, attends. Ne fais pas attention. Elle a juste un caractère difficile. On va tout arranger. » Ce soir-là, à la maison, il s'est longuement excusé. Il a dit que Gwen était simplement jalouse, qu'elle ne pouvait pas accepter son nouveau bonheur. « Tout ira bien », m'a-t-il assuré en me serrant dans ses bras. « Tu seras la reine de la soirée. Ma place est à côté de toi. Un point c'est tout. » Je voulais tellement le croire que j'ai ravalé l'humiliation. Cette nuit-là, incapable de dormir, je l'ai entendu parler au téléphone avec Rachel dans l'autre pièce. « Oui, ma chérie. Je comprends tout. Ne t'inquiète pas. Je vais tout arranger comme tu le veux. La surprise pour Chloé sera prête. L'important, c'est que maman ne s'énerve pas. » Mon cœur a sombré dans un abîme. J'ai compris qu'il complotait quelque chose dans mon dos. Et que cette surprise dont Rachel avait parlé n'était pas du tout un signe de gratitude. C'était un piège. Et moi, aveuglé par le désir de devenir l'une des leurs,
J'y fonçais tête baissée. Quelques jours avant le mariage, la conversation qui aurait dû être ma dernière ligne rouge a eu lieu. Mais je l'ai encore franchie, poussé par un espoir fantomatique. Léon et Rachel m'ont appelé dans le salon, m'ont installé dans un fauteuil, avec des visages délibérément sérieux, ont étalé le plan de table préliminaire sur la table. Mon œil de professionnel a immédiatement repéré plusieurs erreurs logistiques flagrantes, mais mon doigt a instinctivement cherché la table d'honneur et l'a trouvée. Les jeunes mariés, les parents du marié, Gwen et Léon. Mon nom n'y figurait pas. J'ai parcouru le plan une fois de plus. Mes parents, que j'avais invités, étaient assis à la table numéro 7, près d'un pilier. Et mon nom, Chloé Smith, était affiché à la table numéro 12, dans le coin le plus éloigné de la salle, à côté de la cabine du DJ. Qu'est-ce que c'est? Ma voix s'est brisée, faible et mince. Je me suis éclairci la gorge et j'ai répété plus fermement, « Qu'est-ce que ça veut dire, Léon ?» Il a hésité, jetant un regard suppliant à sa fille. Rachel a immédiatement affiché son sourire désarmant. « Chloé, tu comprends, à la table d'honneur, il n'y a que les plus proches. Maman sera là. Les parents de Clint aussi. Il n'y a tout simplement pas assez de place. Et tu es notre responsable de l'organisation. Tu devras tout superviser. Surveiller les serveurs, les musiciens, de cet endroit, tu auras une vue parfaite. Nous avons prévu ça pour ton confort. » Mon confort. Moi, la reine de la soirée, la femme qui avait payé la moitié du banquet, on me plaçait dans un coin comme une écolière punie, pour mon confort. L'humiliation était si flagrante que j'ai physiquement senti le sang quitter mon visage. « Et mes parents ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. « Pourquoi sont-ils assis près du pilier d'où l'on ne voit même pas la scène ?»« Oh, on n'avait pas remarqué » a levé les bras au ciel Rachel. « Il y a tellement d'invités. C'est étourdissant. Ne t'inquiète pas, on les déplacera plus près. Peut-être à côté de tante Lily. » J'ai regardé Léon. Il était assis, le dos voûté, étudiant attentivement le motif du tapis. « Léon, j'attends une explication. » Il a enfin levé les yeux vers moi, des yeux pleins d'une supplication coupable. « Chloé, ce n'est qu'une ébauche, un brouillon. Rachel a raison. Il fallait bien commencer quelque part. Bien sûr que tes parents seront assis à une place d'honneur, et toi, tu seras assise avec moi. Comment pourrait-il en être autrement ?» Sa voix semblait si sincère que j'ai de nouveau vacillé. Peut-être que j'exagérais vraiment. Peut-être que ce n'était qu'un malentendu. « Alors pourquoi me montrez-vous ça ?» ai-je demandé. « Pourquoi tout ce cirque avec la table 12 ?»« Nous voulions juste avoir ton avis sur les autres invités » a rapidement répondu Léon. « Tu sais mieux que quiconque qui doit s'asseoir avec qui. Ne fais pas attention à la table d'honneur. On la refera 100 fois. Je te promets que dans la version finale, tout sera comme il se doit. Tu es ma femme et ta place est à côté de moi. » Il a pris ma main, l'a serrée, m'a regardé dans les yeux, et j'ai cédé. Une fois de plus, j'ai choisi de le croire plutôt que de me fier à mes propres sentiments. J'ai mis tout ça sur le compte du stress prénuptial, du manque de tact de Rachel, de la faiblesse de caractère de Léon face à son ex-femme. Je me suis convaincu que je devais être au-dessus de tout ça, plus sage. J'ai passé les 2 jours suivants à planifier méticuleusement le placement des autres invités, créant une atmosphère confortable pour tous, des parents éloignés aux amis des jeunes mariés. J'ai déplacé mes parents à une bonne table avec une excellente vue, à côté d'un couple intelligent et des amis de Léon. Je ne me suis pas attribué de place, supposant naïvement que ma place par défaut était à côté de mon mari. Le vendredi soir, la veille du mariage, j'ai montré le plan final à Léon. Il y a jeté un coup d'œil rapide et a hoché la tête. « Excellent, ma chérie. Tu es la meilleure. Envoie-le au restaurant. » C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé le plan de table au country club de Pine Grove avec un siège vide à la table d'honneur, un siège pour moi. J'étais tellement absorbé par les tâches organisationnelles que je n'ai pas remarqué l'essentiel. Dans cette cohue prénuptiale, j'avais déjà été rayé de la liste de la famille. Et pendant que, telle une bonne fée, je créais un conte de fées pour Rachel, elle, avec son père et sa mère, me préparait le rôle de Cendrillon qui, après le bal, devrait retourner à sa citrouille. Cette nuit-là, je me suis endormi avec le sentiment du devoir accompli et une vague anxiété dans le cœur. Léon m'a serré dans ses bras et a murmuré « Demain sera le plus beau des jours. Tu seras la plus belle des hôtesses au plus beau des mariages. » J'ai fermé les yeux, chassant les mauvais pressentiments. Je ne savais pas que ma place à cette célébration de la vie avait déjà été décidée, et qu'elle s'avérerait bien plus humiliante que je n'aurais pu l'imaginer. Le matin du jour du mariage a commencé pour moi à 6 heures.
Pendant que Léon et Rachel dormaient encore, j'étais déjà au téléphone avec les prestataires, confirmant les heures de livraison des fleurs, l'arrivée du styliste et la solidité du gâteau. Je ne me sentais pas comme l'hôtesse de la célébration, mais plutôt comme un chef de chantier responsable de chaque brique dans les fondations du bonheur d'un autre. Tout s'est déroulé sans accroc et solennellement à la mairie. Rachel ressemblait à une princesse dans sa robe fabuleusement chère. Le marié, Clint, rayonnait de bonheur. Je me tenais à côté de Léon, captant les regards compatissants de mes quelques amis et les regards ouvertement moqueurs de Gwen, qui avait réussi à se tenir encore plus près des jeunes mariés que leur propre père. J'ai mis cela sur le compte de l'agitation et j'ai essayé de sourire. Le vrai cauchemar a commencé au Country Club Pingrove. Les invités arrivant pour le banquet passaient par le hall où une hôtesse les accueillait avec un plan de table. En tant qu'organisatrice, je devais superviser ce processus, et au début, tout s'est bien passé. J'ai vu mes parents, élégants et excités, se diriger vers leur table. Maman m'a fait un signe de tête reconnaissant, et je me suis un peu détendu. Au moins, il n'était pas assis derrière un pilier. Mais lorsque le flux principal d'invités s'est tari, j'ai remarqué que tout le monde était déjà assis à la table d'honneur. Les jeunes mariés, leurs témoins, les parents du marié, Gwen, et mon mari, Léon. Le siège à côté de lui, que j'avais laissé pour moi, était vide, mais il y avait déjà une plaque nominative, Gwen. Et il n'y avait aucune place pour moi. Mon cœur a raté un battement. Je me suis approché de la table de l'hôtesse. « Nancy, je pense qu'il y a une erreur dans le plan », ai-je dit aussi calmement que possible. Ma place n'est pas à la table d'honneur. La jeune fille, une jeune employée de ma propre agence que j'avais fait venir pour aider, a baissé les yeux, coupable. Chloé, Monsieur Cooper m'a envoyé une version révisée ce matin. Il a dit que vous étiez au courant des changements. Elle m'a montré la tablette et je l'ai vue. Le même plan qu'on m'avait montré une semaine plus tôt, table numéro 12, dans le coin, près des haut-parleurs. Il y avait une grande coche à côté de mon nom. Il a dit que vous saviez, a répété Nancy. La nausée m'est montée à la gorge. Il avait menti. Menti en me regardant dans les yeux. Puis, dans mon dos, il avait organisé cette humiliante substitution. Sur des jambes chancelantes, je me suis dirigé vers la table d'honneur. Léon discutait avec animation avec le père du marié, faisant semblant de ne pas me remarquer. Léon, ai-je appelé. Il s'est tourné avec un air agacé, comme si je l'avais interrompu dans quelque chose d'important. Chloé, quelque chose ne va pas? Tu vas bien? Non, je ne vais pas bien, ai-je dit doucement mais fermement. Pourquoi ne suis-je pas assise avec toi? Tu avais promis. Il a grimacé. Chloé, ne faisons pas ça maintenant. Les invités nous regardent. Assieds-toi quelque part. On arrangera ça plus tard. Où, ai-je demandé? Quelque part. Ma voix a commencé à trembler. Ma place est à la table 12. Tu trouves ça normal? Gwen, assise à proximité, a pris une gorgée de champagne et a ricané. Chloé, ne sois pas égoïste. Aujourd'hui, c'est la fête de Rachel, pas la tienne. Ne la gâche pas avec tes caprices. À ce moment, l'animateur, un type joyeux dans une veste brillante, a annoncé bruyamment dans le micro « Chers invités, veuillez prendre vos places. Notre banquet festif commence. » La musique est devenue plus forte. Les serveurs ont commencé à servir les hors-d'œuvre. Tous les yeux se sont tournés vers la scène et je suis resté là, debout au milieu de la salle, seul, humilié, à côté de la table d'honneur où mon mari faisait comme si je n'existais pas. Il avait déjà fait son choix et dans ce choix, il n'y avait pas de place pour moi. J'ai vu mon amie Molly, assise à l'une des tables, me regarder avec anxiété. Ses lèvres ont silencieusement articulé « Pars ». Mais j'espérais encore quelque chose, que c'était une monstrueuse erreur, que Léon se lèverait, prendrait ma main et m'installerait à côté de lui. Mais il ne s'est pas levé. Il a levé son verre et a souri en écoutant le premier toast. Pendant que je me tenais dans l'allée comme un fantôme égaré à la célébration de la vie de quelqu'un d'autre. Le temps s'est arrêté. J'étais là, assourdi par la musique et le brouhaha des voix, me sentant transparente. Des dizaines de regards passaient à travers moi, vers la scène, vers leurs assiettes, vers la personne à côté d'eux. J'étais une place vide. L'animateur a porté le premier toast aux jeunes mariés. Les invités ont applaudi, les verres ont tinté. Mon mari, Léon, a souri en trinquant avec Gwen, puis avec les parents du marié, et n'a jamais tourné la tête vers moi. Il m'a ostensiblement effacé de sa vie, ici même, devant tout le monde. Rassemblant mes dernières forces, je me suis approché de la table. Je devais avoir une réponse. Pas plus tard. Pas après. Maintenant.
Léon, ai-je répété, m'approchant tout près de lui. Ma voix semblait étonnamment stable. Je veux m'asseoir. Il m'a enfin regardé. Il n'y avait ni culpabilité ni regret dans ses yeux, seulement une irritation froide. Chloé, je t'ai demandé de ne pas faire de scène. Tu gâches la journée de Rachel. Ce n'est pas moi qui la gâche, ai-je rétorqué. C'est toi qui m'humilies devant tous nos amis et connaissances. Les gens ont commencé à prêter l'oreille à notre conversation. La musique jouait, mais un silence s'est fait autour de la table d'honneur. Rachel, assise au centre, s'est tournée vers nous. Sur son visage, il y avait une sympathie si faussement angélique que j'ai eu envie de crier. « Chloé, allons » a-t-elle roucoulé. « On a déjà décidé. On ne voulait pas te blesser. N'est-ce pas, papa ?» Elle a jeté un coup d'œil à Léon, puis a continué assez fort pour que tout le monde à la table puisse entendre. Il n'y avait vraiment pas de place à la table d'honneur. Mais on a trouvé une solution pour toi. Quelle solution ? Ai-je demandé doucement, bien que je connaisse déjà la réponse. C'est alors qu'est arrivé le moment qui est devenu le point culminant de mon humiliation. Sans un mot, Léon a fait un geste paresseux vers le coin le plus éloigné de la salle. Là, derrière une petite table basse décorée de ballons, étaient assis 3 enfants d'environ 5 à 7 ans, les neveux du marié, qui avaient été amenés à la célébration. Ils piochaient avidement dans leurs frites et buvaient de la limonade dans des gobelets colorés. J'ai suivi son geste et je n'en croyais pas mes yeux. Là, ai-je à peine réussi à murmurer. Et puis Rachel, avec ce même sourire mielleux, a ajouté la touche finale. Oui. On s'est dit que comme tu aimes tant organiser les choses, tu pourrais surveiller les petits pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Ce ne sera pas difficile pour toi, n'est-ce pas ? À ce moment, Léon, décidant apparemment qu'il était temps de mettre fin à cette conversation désagréable, a prononcé la phrase même qui a brûlé les derniers restes d'amour et d'espoir en moi. Ta place est ici, avec les enfants. Ne te fais pas remarquer, m'a-t-il lancé sans même me regarder, puis s'est retourné vers le père du marié et a repris la conversation interrompue. Ne te fais pas remarquer. Cette phrase m'a frappé comme un coup de fouet. C'est ainsi qu'on parle de quelque chose d'agaçant. Un obstacle qu'il faut mettre hors de vue. J'ai regardé leur visage. Le visage suffisant et triomphant de Rachel. Celui, lâche et indifférent, de Léon. Le sourire narquois, victorieux et malveillant de Gwen. Ils avaient réussi. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ne m'avaient pas seulement effacé de la famille. Ils avaient publiquement piétiné ma dignité. Ils m'avaient montré ma place, dans le coin, avec les enfants, loin des projecteurs de leur célébration. J'ai entendu un ricanement se propager dans la salle. Un des amis de Léon, un homme éméché au visage rougeau, a grogné, original. Ils ont engagé une nounou directement au banquet. Sa femme lui a donné un coup de coude, mais c'était trop tard. L'humiliation était devenue publique. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Mes parents étaient assis à leur table, pâles, le visage figé. Maman me regardait avec une telle douleur que mon cœur s'est serré. Papa serrait les poings si fort que ses jointures blanchissaient. Mon amie Molly se levait déjà de son siège, prête à se précipiter à mon secours. Mais je l'ai arrêtée d'un regard. Et à ce moment-là, quelque chose a basculé en moi. La douleur, le ressentiment, le choc, tout s'est soudainement transformé en un calme glacial, limpide, cristallin, comme si j'observais cette scène de l'extérieur. Je n'étais plus une participante. J'étais une spectatrice qui avait regardé l'horrible pièce jusqu'au bout et était prête à partir sans attendre les applaudissements. Dans le silence assourdissant que même la musique triomphante ne pouvait étouffer, j'ai pris une profonde inspiration. L'air entrait difficilement dans mes poumons, comme s'il était épais et visqueux de l'humiliation qui l'imprégnait. J'ai regardé Léon dans les yeux. Il évitait toujours mon regard, faisant semblant d'être absorbé par la conversation. J'ai regardé Rachel. Elle m'observait avec un triomphe non dissimulé, attendant ma réaction. Des larmes, une crise d'hystérie, un scandale. C'est ce qu'ils voulaient. Un autre spectacle. Un autre acte dans leur pièce. Mais je ne leur ai pas fait ce plaisir. Au lieu de cela, en silence, très lentement et délibérément, je me suis détourné. Mes mouvements étaient fluides et mesurés, comme une actrice dans la scène finale d'une tragédie. Je ne me suis pas dirigé vers la sortie. Je suis allé à la table où était assise Nancy, l'hôtesse de mon agence. Ses yeux étaient écarquillés d'horreur et de sympathie. Je me suis approché d'elle et me suis penché pour murmurer afin que personne d'autre ne puisse entendre. Nancy, je m'en vais. Officiellement, ma journée de travail pour cet événement est terminée. La fille a cligné des yeux,
confuse. Mais j'ai coupé court à toute autre question. Me redressant, j'ai parlé plus fort, mais toujours calmement. Adressé toutes les questions au client principal de l'événement, Monsieur Cooper. Il a pris l'entière responsabilité de cette soirée. Je lui ai fait un léger signe de tête et j'ai marché vers la sortie. J'ai traversé toute la salle la tête haute, sentant des dizaines de regards sur moi. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec curiosité, et certains avec malveillance. Mais je ne voyais pas de visage, seulement des formes floues. Je suis passé à côté de la table où mes parents étaient assis. Mon père s'est levé, prêt à me suivre, mais j'ai légèrement secoué la tête. Non, c'est ma bataille et je dois la terminer moi-même. Je suis passé à côté de la table où Molly était assise. Elle s'est levée aussi. Il y avait une question dans ses yeux. « Veux-tu de l'aide ?» J'ai de nouveau secoué la tête et j'ai murmuré avec mes lèvres seulement « Je t'appellerai ». Mon chemin m'a mené devant cette fameuse table numéro 12. 3 petits enfants, complètement inconscients du drame des adultes, riaient joyeusement en se lançant des frites. Un instant, j'ai eu pitié d'eux. Ils étaient devenus malgré eux des accessoires dans ce théâtre de l'absurde. J'ai continué mon chemin. Déjà dans le hall près de la sortie du banquet, j'ai sorti mon téléphone. Mes doigts tremblaient légèrement, mais j'ai rapidement trouvé le bon contact dans mon application bancaire. Je l'ai tous les comptes et toutes les cartes. J'ai appuyé sur le bouton de confirmation. Ensuite, j'ai ouvert la liste des paiements programmés. 5 transactions pour des montants importants. Restaurant, animateur, photographe, groupe de musique, décorateur. Tous prévus pour 21 heures. D'un seul glissement de doigts, je les ai tous annulés. Une satisfaction froide et vengeresse s'est lentement répandue dans mes veines, chassant la douleur. Je n'allais pas payer pour ma propre humiliation. Le préposé au vestiaire, un homme plus âgé en livrée, m'a regardé, surpris. « Vous partez déjà ?» « Oui », ai-je répondu en lui tendant mon ticket. « Je n'ai plus rien à faire ici. » Il m'a apporté mon élégant manteau en cachemire. Je l'ai drapé sur mes épaules et je suis sorti. L'air frais du soir m'a frappé le visage, me dégrisant. J'ai fait quelques pas dans l'allée éclairée et je me suis arrêté. C'était fini. La fin. J'ai sorti mon téléphone pour appeler un taxi et il a vibré. Sur l'écran clignotait « Marie ». J'ai fixé ce mot pendant plusieurs secondes. Il semblait étranger, vide, sans signification. J'ai rejeté l'appel. Il a rappelé, encore et encore. J'ai coupé le son et j'ai mis le téléphone dans mon sac. Des fenêtres de la salle de banquet, de la musique et des rires s'échappaient encore. Ils célébraient leur victoire sur moi. Ils ne savaient pas encore que leur célébration se terminerait très bientôt, car le carrosse de Cendrillon venait de se transformer en citrouille, et ce seraient eux qui paieraient l'addition pour ce bal. J'étais debout sur le parking du country club. Le froid de la nuit me transperçait jusqu'aux os, même à travers le cachemire. Le monde s'était rétréci à une seule flaque de lumière d'un lampadaire solitaire et au son de ma propre respiration. Je ne parvenais pas à appeler un taxi. Ma main tremblait si fort que je ne pouvais pas viser les icônes sur l'écran. C'est alors qu'une voiture familière est apparue au coin de la rue. Molly. Elle avait tout compris. Elle s'était éclipsée du banquet sans se faire remarquer. « Monte » a-t-elle dit sèchement en ouvrant la portière passager. Je me suis silencieusement glissé sur le siège. Molly n'a pas posé de questions. Elle a juste mis le chauffage à fond et m'a tendu une bouteille d'eau. « Bois ». J'ai bu quelques gorgées, et à ce moment, le barrage a cédé. J'ai été submergé. Les larmes ont coulé, chaudes, rageuses, douloureuses. Je sanglotais, secoué de tout mon corps comme une enfant, sans honte. Ce n'étaient pas seulement des larmes d'humiliation. C'étaient des larmes pour 3 années de ma vie données à un homme qui venait de m'effacer comme une tache fortuite dans les marges de sa biographie. Je pleurais pour mes espoirs de famille, pour les nuits blanches passées à faire des budgets et des plans pour ce maudit mariage, pour mes économies jetées dans la fournaise de la vanité d'un autre. Il m'a laissé avec les enfants, ai-je sangloté, peinant à prononcer les mots. Il m'a dit de ne pas me faire remarquer, Molly. Molly a posé sa main sur mon épaule et l'a serré fort. « Des salauds », a-t-elle dit doucement, mais avec une telle haine qu'un frisson m'a parcouru l'échine. Juste de parfaits salauds. Lui, sa poupée gâtée. Et cette momie, son ex-femme. Sa colère a eu un effet dégrisant. J'ai lentement commencé à me calmer. Les larmes se sont transformées en respiration convulsive. Comment ai-je pu être si aveugle, ai-je murmuré, regardant l'obscurité à travers la fenêtre. 3 ans, Molly.
3 ans que j'ai vécu avec cet homme, que j'ai cuisiné pour lui, que je me suis occupé de sa fille, que j'ai essayé de devenir des leurs, et tout ça n'était qu'un mensonge. Ce n'est pas toi qui es aveugle, Chloé, a dit Molly fermement. C'est lui, un manipulateur de première classe. Et tu n'es qu'une femme normale qui voulait de l'amour et une famille. Tu as vu en lui ce que tu voulais voir, et il a juste profité de ta gentillesse. Et sa petite fille aussi. Elle a démarré la voiture. On va où? Chez moi? J'ai secoué la tête. Non. À la maison. Dans mon appartement. Tu es sûr? A-t-elle demandé, dubitative. Il pourrait venir là-bas. Qu'il vienne. Ma voix s'est raffermie. C'est mon appartement. Je l'ai acheté avant lui et je ne vais plus fuir ni me cacher de personne. Nous avons roulé sur l'autoroute de nuit en silence complet. Je regardais les lumières défiler et la clarté s'installait lentement dans mon esprit. Ce n'était pas seulement la fin de la soirée. C'était la fin de mon mariage, la fin de mes illusions. L'homme laissé derrière dans ce restaurant, riant et buvant du champagne au bonheur de sa fille, n'était plus mon mari. C'était un étranger, un traître. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de douleur, mais du soulagement. Comme si une pierre énorme et lourde m'était tombée des épaules, une pierre faite des attentes, des désirs et des problèmes des autres. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Molly quand nous sommes arrivés chez moi. « Divorcer ?» ai-je répondu sans la moindre hésitation. « Et avant ça, je vais récupérer tout ce que j'ai dépensé. Jusqu'au dernier centime. » Molly a souri avec approbation. « Voilà qui me plaît. »« Comment ? » ?»« Ils m'appelleront eux-mêmes bien assez tôt, » ai-je souri. Après tout, la fête ne fait que commencer. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. L'écran était illuminé d'appels manqués, 27 de mon mari, 5 de Rachel, 3 d'un numéro inconnu. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation avec satisfaction. Silence complet. Je suis sorti de la voiture. Merci pour tout, Molly. Prends soin de toi. Mon ami m'a serré dans ses bras. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. J'accourais. J'ai hoché la tête et je me suis dirigé vers l'entrée. En montant dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet dans le miroir, le visage strié de larmes, le mascara coulé, mais avec un regard déterminé et en colère que je ne m'étais jamais vu auparavant. C'était une nouvelle moi. Une femme qui avait été humiliée mais pas brisée. Une femme qui ne laisserait plus personne lui dire où était sa place. Ma place n'est pas dans le coin. Ma place est là où je décide de la prendre. Et certainement pas à côté de ceux qui me voient comme un obstacle agaçant à leur célébration de la vie. Pendant que je rentrais chez moi dans un silence salvateur, une catastrophe se préparait au Country Club Pine Grove. Personne n'a rien remarqué pendant la première demi-heure après mon départ. La musique jouait. Les invités portaient des toasts. Les jeunes mariés souriaient joyeusement à l'objectif du photographe. Léon, comme on me l'a raconté plus tard, avait même l'air détendu, comme s'il s'était débarrassé d'un problème agaçant. Il ignorait les regards inquiets de mes parents et évitait complètement Molly qui, lui jetant un regard incendiaire, avait également quitté la salle. Le premier à sentir que quelque chose n'allait pas fut l'animateur. À 21h, au moment exact où la deuxième moitié de son cachet devait être virée sur son compte selon le contrat, son téléphone a vibré avec une notification de non-paiement. Il s'est approché du DJ, qui a juste haussé les épaules. Même histoire. Les musiciens du groupe qui devaient monter sur scène à 21h30 vérifiaient nerveusement leurs applications bancaires également. L'animateur, un professionnel jusqu'au bout des ongles, n'a montré aucun signe d'inquiétude et a essayé de contacter l'organisatrice, c'est-à-dire moi. Mon téléphone était éteint. Puis, affichant un faux sourire, il s'est approché du client principal. Léon, s'est-il adressé à mon mari. Un petit problème technique. Pourrions-nous nous parler un instant ? Ils se sont écartés. Désolé, mais le paiement final n'est pas passé. Peut-être un retard à la banque. Léon a balayé ses propos d'un revers de la main. Oui, tout est payé. Ne vous inquiétez pas. Ma femme Chloé s'occupait de tout ça. Elle a tout sous contrôle. Le fait est que votre femme a quitté l'événement il y a 1 heure et son téléphone est injoignable, a dit l'animateur poliment mais avec insistance. Léon est devenu blême. Il a commencé à composer frénétiquement mon numéro, puis celui de Molly, mais en vain. À ce moment, le photographe s'est approché d'eux. Excusez-moi, mais je ne travaille que jusqu'au paiement final. Si le paiement n'est pas reçu dans les 15 minutes, je devrais remballer le matériel. La panique a commencé à se répandre lentement dans la salle.
Les invités ont remarqué que les serveurs avaient arrêté d'apporter les plats. Le service du plat chaud, prévu pour 21h30, était retardé. Gwen, sentant que quelque chose n'allait pas, s'est approchée de Léon. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde chuchote? Chloé, elle semble avoir fait quelque chose, a-t-il marmonné, confus. C'est alors que le joueur principal est entré en scène. Le directeur du restaurant, un homme sévère dans un costume impeccable. Il s'est dirigé directement vers la table d'honneur où étaient assis les jeunes mariés et s'est adressé à Léon poliment mais fermement. Monsieur Cooper, je m'excuse pour l'interruption, mais nous avons un sérieux problème. Le paiement final pour la location de la salle, le banquet et le service n'a pas été effectué. Comment ça, il n'a pas été effectué? A claqué Rachel. Papa, tu as tout payé. Non, a coupé le directeur en brandissant un dossier. Tous les contrats ont été signés avec mademoiselle Chloé Smith. C'est elle qui a versé la compte. Le paiement final devait avoir lieu aujourd'hui. Le paiement n'est pas passé. De plus, notre chef vient de m'informer que le fournisseur de fruits de mer exclusifs pour les plats chauds n'a pas non plus été payé et rappelle ses produits. Un silence de mort est tombé sur la salle. La musique s'est arrêtée. Cela signifie, a poursuivi le directeur avec un calme glacial, que si la question du paiement n'est pas résolue dans la demi-heure, nous serons contraints de cesser le service et de demander aux invités de quitter les lieux. Ce sont les règles. Léon était abasourdi, comme frappé par la foudre. Il n'avait aucune idée des sommes en jeu. Il n'avait tout simplement pas ce genre d'argent sur sa carte. Il m'avait toujours laissé gérer les finances, croyant naïvement qu'on s'en sortirait d'une manière ou d'une autre. Gwen a commencé à lui chuchoter hystériquement quelque chose à l'oreille. Rachel était au bord des larmes. Le marié, Clint, avait l'air complètement perdu. C'est alors que le père de Clint, Oliver, s'est approché d'eux. Un homme solide, propriétaire d'une entreprise de construction, habitué à résoudre les problèmes, pas à les créer. Il a jeté un regard lourd sur tout le groupe. Alors, expliquez-moi ce qui se passe ici. Pourquoi le mariage de mon fils s'est-il transformé en cirque? Léon a marmonné quelque chose d'incohérent sur les caprices et les griefs féminins, mais Oliver l'a interrompu. Vos disputes familiales ne m'intéressent pas. Je veux savoir pourquoi l'organisatrice que vous avez tant louée est partie et que tout s'effondre. Où est-elle? Elle ne répond pas, a presque gémi Léon. Trouvez-la, a claqué Oliver. Trouvez-la immédiatement ou je me souviendrai de cette honte pour le reste de ma vie. Et croyez-moi, vous aussi. Il a regardé Léon déconcerté et Rachel en larmes, et un mépris évident est apparu dans ses yeux. Il a réalisé qu'il avait lié son fils à une famille de gens immatures et irresponsables. Léon, pâle comme un linge, continuait de composer mon numéro encore et encore. Il ne comprenait toujours pas qu'il ne s'agissait pas de caprice. C'était que la facture pour l'humiliation venait d'être présentée, et qu'il faudrait la payer en espèces. Pendant que cette tragicomédie se déroulait à Pine Grove, j'étais assise dans ma cuisine, buvant du thé chaud et me sentant pour la première fois en 3 ans maîtresse de ma propre vie. J'ai pris une douche, lavant la sensation collante de la célébration d'un autre, je me suis changé en vêtements confortables et j'ai mis une musique douce. J'étais calme. Le calme glacial est détaché d'un chirurgien qui vient de pratiquer une amputation difficile mais nécessaire. Vers 22h, mon vieux téléphone à clapet, dont seuls mes parents et Molly connaissaient le numéro, a sonné d'un numéro inconnu. Je savais qui c'était. Allô, ai-je répondu d'une voix stable. Chloé, a dit une voix masculine profonde et autoritaire. Je m'appelle Oliver. Je suis le père de Clint, le marié. Je vous appelle au sujet de la situation qui s'est produite. Je vous écoute, Oliver, ai-je répondu calmement comme auparavant. Chloé, je n'entrerai pas dans les détails de vos affaires familiales. Cela ne me regarde pas. Mais le mariage de nos enfants est sur le point de s'effondrer. Je vous en supplie, revenez s'il vous plaît. Nous réglerons toutes les questions financières. Revenez simplement et sauvez cette soirée. Sa voix portait le désespoir sincère d'un homme dont la réputation était en jeu. Oliver, ai-je commencé en choisissant soigneusement mes mots, je vous respecte profondément, vous et votre famille, et je suis vraiment désolé que vous soyez devenu témoin et otage de cette scène dégoûtante, mais je ne peux pas revenir. Pourquoi? Sa voix était pleine de confusion. Nous sommes prêts à tout payer immédiatement. Dites-nous le montant. Il ne s'agit pas seulement d'argent, ai-je répondu, bien que cela en fasse partie aussi. L'événement auquel vous assistez a été payé à 70% par mes économies personnelles. C'était mon cadeau à votre fils et à sa fiancée.
Il s'est avéré que ma présence n'était pas incluse dans le coût du cadeau. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Il était clairement en train de digérer l'information. Donc, votre mari, mon ex-mari, l'ai-je corrigé, a décidé, selon les règles, qu'il pouvait accepter le cadeau, mais pas la personne qui l'a fait. Il a jugé approprié de m'humilier publiquement en m'attribuant une place à la table des enfants. J'ai jugé approprié de reprendre mon cadeau. C'est juste, ne pensez-vous pas? Mon Dieu, a expiré Oliver. Je ne connaissais pas tous les détails. C'est monstrueux. Léon et Rachel ne m'ont rien expliqué. Ils n'expliquent jamais rien. Ils se contentent d'utiliser les gens, ai-je dit froidement. D'accord, a-t-il dit après un bref silence, d'un ton décidé. Je comprends votre état, mais que peut-on faire maintenant pour sauver ce qui peut encore l'être? Les invités sont déconcertés. Ma femme est au bord de l'évanouissement. J'ai fait une pause, le laissant ressentir tout le poids du moment, puis j'ai énoncé clairement et lentement mes conditions. Premièrement, dans les 10 minutes, le montant total que j'ai dépensé pour ce mariage, 52 340 $ au centime près, doit être viré sur mon compte personnel, dont je vais maintenant vous dicter le numéro. Deuxièmement, des réceptions de la notification du dépôt des fonds, mon ex-mari Léon Cooper et sa fille Rachel doivent monter sur scène, prendre les micros et s'excuser publiquement auprès de moi devant tous les invités pour l'humiliation, les mensonges et la grossièreté. La formulation leur appartient, mais l'essence doit être claire pour tout le monde. Et vous reviendrez? A-t-il demandé avec espoir. Non, l'ai-je coupé. Je ne reviendrai pas. Mais dès que ces deux conditions seront remplies, j'enverrai un message au directeur du restaurant et à tous les prestataires confirmant que les problèmes financiers sont résolus. Ils pourront continuer leur travail, si quelqu'un a encore l'humeur à la fête après ce spectacle. Le silence est de nouveau tombé à l'autre bout du fil. Je l'ai entendu respirer lourdement. Mes conditions étaient un ultimatum. Dure, humiliante pour la famille Cooper, mais absolument juste. Je vous comprends, Chloé, a-t-il finalement dit. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Vous avez 15 minutes, Oliver, ai-je ajouté avant qu'il ne puisse dire au revoir. Dans 15 minutes, j'éteindrai de nouveau le téléphone. Cette fois, jusqu'au matin. J'ai raccroché. Je ne ressentais ni jubilation ni triomphe vengeur, seulement un vide froid et retentissant et un sentiment de justice restaurée. Il voulait que je ne me fasse pas remarquer. Très bien. Je me suis retiré dans l'ombre. Mais il s'est avéré que sans mon ombre, leur brillante célébration s'est transformée en une farce pathétique et terne. Et maintenant, ils allaient devoir payer la lumière au prix fort. Les 15 minutes que j'avais données à Oliver sont devenues une éternité pour la famille Cooper. Comme Molly me l'a raconté plus tard en détail, étant retourné au restaurant pour ne pas manquer le meilleur, le père du marié a agi comme un véritable commandant des forces spéciales. Il a convoqué Léon et Rachel, et son ton calme mais glacial les a fait se recroqueviller. Bon, les enfants, a-t-il sifflé. Vous êtes allés trop loin. Vous avez exactement 10 minutes pour trouver 52 000 $ et les virer à Chloé, et 5 minutes de plus pour préparer un discours d'excuses, où je vous jette personnellement hors de cette salle et j'annule le mariage. Léon a bafouillé qu'il n'avait pas une telle somme, que c'était impossible. Rachel a éclaté en sanglots, criant qu'elle avait tout gâché. Mais Oliver était implacable. Il s'est tourné vers Gwen. Et vous, madame, vous êtes aussi impliquée. Trouvez l'argent, vendez vos diamants, appelez vos amis, obtenez un prêt rapide. Je m'en fiche. Le temps a commencé à s'écouler. La panique s'est installée. Léon appelait frénétiquement des amis, demandant des prêts. Gwen a essayé d'emprunter à ses riches amis, mais voyant la honte qui se déroulait, elles ont poliment refusé. Rachel pleurait simplement, faisant couler son maquillage coûteux. Finalement, ils ont raclé les fonds de tiroir de tout le monde. Une partie a été prêtée par Oliver lui-même, avec intérêt. Une partie est venue des parents du marié. Léon a trouvé quelque chose sur sa carte de crédit. Exactement 9 minutes plus tard, un SMS est arrivé sur mon vieux téléphone de la part de la banque. Un dépôt de 52 340 $. J'ai souri. Ils avaient réussi. Maintenant, la deuxième partie du ballet. Molly m'envoyait des messages en temps réel. L'animateur annonce qu'il y aura maintenant une allocution spéciale de la famille de la mariée. Tout le monde est sous le choc. Léon et Rachel sont montés sur scène. Il avait l'air blême. Elle était en larmes, le maquillage coulé. Gwen était assise à table, foudroyant tout le monde du regard. Puis Molly a envoyé un message vocal.
Je l'ai lu et j'ai entendu la voix tremblante de Léon. Chers invités, nous souhaitons présenter nos plus profondes excuses. Surtout à ma femme, Chloé Smith. Je l'ai traitée de manière impardonnable. Je regrette profondément mon comportement et l'humiliation que je lui ai causée. Chloé, si tu entends cela, s'il te plaît, pardonne-moi. Puis Rachel, en sanglotant, a pris le micro. Je veux aussi m'excuser auprès de Chloé. J'ai eu tort. J'ai agi de manière égoïste. S'il te plaît, pardonne-moi. Leur discours était pathétique et forcé, mais c'était exactement ce que j'avais exigé, un aveu public de leur bassesse. Molly a écrit « Sensationnel ». Les invités applaudissent. Tes parents pleurent. Oliver a l'air de César après une victoire. J'ai souri, envoyé un message préécrit au directeur du restaurant. Question financière réglée. Vous pouvez continuer. Et j'ai fait le dernier pas. J'ai ouvert une conversation avec Léon et j'ai tapé un court message. J'ai reçu l'argent, j'ai entendu les excuses. Le mariage peut continuer. Mon mariage, non. Tu recevras les papiers du divorce par la poste. Ne m'appelle plus jamais. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai immédiatement bloqué son numéro, puis celui de Rachel, de Gwen, et tous leurs contacts mutuels. Je les ai rayés de ma vie d'un seul geste, comme un chirurgien enlève un organe gangrené. Pendant ce temps, la célébration au restaurant a tenté de reprendre. La musique a rejoué. Les serveurs ont apporté le plat principal, mais l'atmosphère était irrémédiablement empoisonnée. Comme l'a écrit Molly, tout le monde était assis avec des visages d'enterrement, pas de mariage. Les jeunes mariés se parlaient à peine. Le marié regardait Rachel avec une déception non dissimulée. Léon était assis, le regard fixé sur un point unique, et Gwen buvait du champagne verre après verre, son visage exprimant un chagrin universel. La célébration était détruite. Non pas par moi, mais par eux, par leur propre méchanceté, leur cupidité et leur stupidité. J'étais assise dans ma cuisine, dans mon appartement calme et confortable, et je sentais qu'à chaque minute, il devenait plus facile de respirer. J'étais libre. Oui, un divorce et un partage des biens m'attendaient. Bien qu'il n'y ait pas grand-chose à partager, l'appartement était à moi avant le mariage. Mais ce n'était que des détails techniques. L'essentiel était ce que j'avais fait aujourd'hui. J'avais récupéré ma dignité. Et ce sentiment valait bien plus que 50 000 $. Je savais qu'une nouvelle vie commencerait demain. Et dans cette vie, je déterminerais ma propre place. Et cette place ne serait certainement pas dans le coin. 6 mois ont passé. Pendant ce temps, ma vie a changé au point d'être méconnaissable. Le divorce avec Léon s'est déroulé de manière étonnamment calme. Apparemment brisé par la honte publique et la pression de la famille du marié, il n'a ni discuté ni marchandé et a signé silencieusement tous les papiers. Nous avons vendu notre voiture commune, achetée pendant le mariage, et j'ai obtenu ma moitié. Plus rien d'autre ne nous liait. Les premiers mois ont été les plus difficiles. J'ai quitté l'agence événementielle où nous travaillions dans des départements voisins. Je ne pouvais plus le voir tous les jours. Je ne pouvais plus rester dans l'atmosphère de commérage et de rumeurs qui, bien sûr, n'ont pas tardé à s'estomper. Avec l'argent récupéré et ma part de la vente de la voiture, j'ai fait ce dont j'avais longtemps rêvé, mais que je n'avais jamais osé. J'ai ouvert ma propre petite mais très confortable agence événementielle. J'ai loué un petit bureau au centre-ville, engagé 2 assistantes compétentes, dont cette fameuse Nancy du banquet, et je me suis jeté dans le travail. Les premières commandes sont venues d'amis et de connaissances. Puis le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Les gens appréciaient mon perfectionnisme, mon attention aux détails, paradoxalement, mon histoire. C'est devenu une sorte de publicité. Les clients disaient, si elle a réussi à gérer son propre désastre avec autant d'élégance et de fermeté, elle gérera certainement notre mariage. Je ne cherchais pas de nouvelles relations. J'étais bien seul. J'appréciais le silence dans mon appartement, la capacité de prendre des décisions indépendamment, sans me soucier de personne. J'ai recommencé à aller au théâtre avec mes parents, à retrouver Molly dans son café, à beaucoup lire. Je me redécouvrais moi-même, une femme qui s'était presque perdue en essayant de plaire aux autres. J'avais eu des échos de la famille Zavanik par Molly, qui croisait parfois des connaissances communes. Le mariage de Rachel et Clint s'est terminé avant même d'avoir commencé. L'union n'a duré que 3 mois. Le père de Clint, Oliver, n'a apparemment jamais pardonné à sa belle-fille et à sa famille la célébration gâchée et la honte publique. Il a insisté sur le divorce. Rachel est retournée vivre chez sa mère. On disait qu'elle avait essayé de trouver un travail mais ne restait jamais longtemps nulle part, continuant à blâmer tout le monde sauf elle-même pour ses échecs.
Léon, selon les rumeurs, s'est renfermé, s'est retiré et ne sortait presque plus. Gwen, au contraire, est devenue active sur les réseaux sociaux, postant des photos avec des citations philosophiques sur la trahison et les femmes fortes. C'était si prévisible que cela ne m'évoquait aucune émotion. Un jour, assise dans mon bureau lumineux et examinant le budget d'un nouveau projet, l'anniversaire d'une grande entreprise, j'ai ressenti un pincement de nostalgie. Pas pour Léon. Non, mais pour l'ancienne moi, naïve, croyant aux contes de fées, prête à tout sacrifier pour un fantôme de bonheur familial. Je ne la plaignais pas. Au contraire, je ressentais de la gratitude, car c'est sa douleur et ses erreurs qui sont devenues la fondation sur laquelle j'ai construit ma nouvelle vie. On a frappé à la porte de mon bureau. Nancy a passé la tête et a dit « Cleux, vous avez un client. Il n'a pas de rendez-vous, mais insiste pour vous voir. » « Faites-le entrer » ai-je hoché la tête en levant les yeux de mes papiers. Un homme grand et élégant, d'une quarantaine d'années, est entré, tenant un bouquet de pivoine blanche. « Justine » s'est-il présenté en me tendant les fleurs. « Je suis le directeur de l'entreprise dont vous organisez l'anniversaire. J'ai décidé de rencontrer personnellement l'organisatrice de génie. » J'ai souri en acceptant les fleurs. « Chloé, enchanté de vous rencontrer. » Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi. « Vous savez, j'ai beaucoup entendu parler de vous, » a-t-il continué. « Pas seulement de votre professionnalisme. Mon ami était à ce fameux mariage. » Je me suis tendu. Et il m'a raconté comment vous avez remis à sa place toute une famille de snobs imbuvables, a dit Justine avec admiration. Vous savez, dans les affaires, la capacité de dire non au bon moment et d'envoyer la facture est aussi appréciée que la créativité. Vous êtes une femme très forte, Chloé. Je l'ai regardé, son sourire ouvert, ses yeux vifs et intelligents, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti les échos du passé, mais l'anticipation de l'avenir. Je ne savais pas ce qui sortirait de cette rencontre. Peut-être juste un projet réussi, ou peut-être quelque chose de plus. Mais je savais une chose avec certitude. Je ne laisserai plus jamais personne m'asseoir à la table des enfants, car ma place est à la tête de la table de ma propre vie. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un mariage gâché. C'est l'histoire d'un retour à soi. Parfois, pour trouver son vrai chemin, il faut toucher le fond de l'humiliation et du désespoir. Mais c'est là, au fond, que l'on peut trouver la force de prendre appui pour remonter à la surface, plus fort, plus sage et plus libre que jamais. Si vous vous êtes déjà senti sous-estimé, souvenez-vous que vous avez toujours le droit de partir. Partir et envoyer votre propre facture.